Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass, les bonnes pratiques faciles à appliquer pour écrire pour le web. Vous y apprendrez quelques quick wins concernant la forme des contenus, des principes faciles à appliquer. On le veut réellement efficace pour capter l'attention, pour convaincre, pour séduire, pour rassurer, pour permettre aussi de gagner du temps, car vous le savez, la production de contenu, ça peut être un peu parfois chronophage. On est au cœur de l'inbound marketing et vous le savez, au cœur de l'inbound marketing, les contenus jouent un rôle clé, un rôle très important pour générer des leads, pour les convertir en prospects, puis bien sûr en clients. C'est tout l'objectif de l'inbound marketing. Le développement de votre business, il donc passe aussi par les mots, par des mots digitaux, par des mots bien choisis, des mots concis, des mots accrocheurs. À l'écran, vous le savez, on lit différemment. Il faut donc écrire différemment. Comment capter l'attention? Comment exprimer clairement vos points forts? Comment inciter à l'action aussi, très important? Comment poster des messages percutants sur les réseaux sociaux? Comment renforcer votre visibilité sur Google? Grande question. Pour y répondre, pour en discuter avec nous tous et trouver toutes les réponses, j'ai le plaisir d'accueillir Muriel Gagny. Elle est consultante en stratégie éditoriale. C'est aussi l'auteur de Écrire pour le web, la boîte à outils parue chez Duno. Bonjour Muriel. Bonjour PPC. Bonjour, merci. Muriel, tu adores les mots, notamment pour décrypter, évangéliser, simplifier, mais autant que possible, mais pas plus de complexité. On parle de ton métier. Qu'est-ce que c'est que ton métier? À quoi tu sers vraiment? Et tu travailles pour qui? Alors, je conçois, j'imagine, j'organise, je crée, je rédige des textes, des contenus qui servent les objectifs de mes clients, donc qui servent les attentes de leurs clients ou de leurs prospects. Tu travailles pour des acteurs B2C, B2B, quels sont tes B2B, clients? Ouais. B2B, donc essentiellement des acteurs sur des domaines émergents comme l'UX design, le product management, les méthodes agiles, des choses en plein boom. Des choses en plein boom, d'accord. Muriel, quand on parle d'écrire pour le web, on parle de quoi en fait? Alors c'est très vaste, aussi bien en termes de sujets qui sont infinis, que de types de contenu, puisque ça va, je veux dire, on peut avoir bien sûr des articles, des posts sur des blogs, mais aussi ça peut être des facts, ça peut être des guides, ça peut être des modes d'emploi, des analyses d'experts. C'est hyper vaste, pas vague, faut que ce soit précis au contraire. C'est pas vague, c'est précis, c'est précis. C'est précis et c'est très large aussi en termes de format. C'est-à-dire que, évidemment, ça va du post sur les réseaux sociaux jusqu'à finalement l'e-book de 40 pages à télécharger au format PDF. Ouais, donc la palette est très large en fait. J'avais une question à te poser. Pourquoi cette masterclass, les bonnes pratiques faciles à utiliser quand on veut écrire sur le web, pourquoi elle est importante selon toi cette masterclass? Alors, elle est importante parce que malgré l'explosion de l'image, de la vidéo, etc., beaucoup de choses, énormément de choses passent encore par les mots, puisque d'abord on cherche avec des mots. Même quand on cherche une vidéo, on utilise des mots. Du coup, pour qu'un contenu soit trouvable, et quelle que soit finalement sa nature, pour qu'il soit visible, il faut bien choisir les mots qui le constituent ou les mots qui le décrivent. Et on n'a jamais finalement autant écrit à l'heure du digital. C'est paradoxal ça, c'est paradoxal. C'est vrai que c'est assez fou. C'est paradoxal, mais c'est vrai. C'est vrai. Si on y fait attention, chacun de nous, on écrit beaucoup et on écrit d'autant plus qu'on produit de plus en plus de contenu. Et même sur les petits écrans, les écrans de smartphone, c'est aussi, on écrit beaucoup là-dessus. Et ça change aussi l'écriture, ça, d'écrire sur les écrans de smartphone? Eh ben complètement. C'est ça qui diffère en fait, et c'est ce en quoi il est indispensable finalement d'adapter notre écriture si on veut être percutant. Ok, alors ça, on voit bien à peu près le périmètre. Les principaux enjeux quand on veut écrire pour le web, pour ceux qui nous regardent, les participants à cette masterclass, qu'est-ce qui est vraiment en jeu avec cette écriture pour le web, Muriel? Alors, je ne vous apprendrai rien. Les contenus sont au cœur de l'inbound. Du coup, c'est fondamental pour attirer
pour convaincre, pour séduire, pour convertir. Donc, ce sont vraiment des enjeux business et des enjeux de performance. Ouais, performance, ouais. Et donc, mais on voit quand même un petit peu, il y a beaucoup de contenu sur le web. On fait comment pour émerger quand on est une marque et qu'on veut faire de l'inbound marketing? Tu les aides comment tes clients, toi, là-dessus? Alors, c'est vrai que l'explosion de l'inbound marketing a conduit vraiment à une inflation de contenu avec des effets pervers, notamment sur des publics qui sont déjà saturés. Donc, on est vraiment en proie à l'infobésité. Du coup, plutôt que se lancer et de nourrir une course sans fin à produire de plus en plus de contenu, il faut adopter une approche plus maligne et aller sur la qualité. Mieux cibler, être vraiment attentif à ce qui va payer, hein, c'est-à-dire des contenus précis, percutants, pertinents sur le fond et efficaces sur la forme. Okay. Tu sais que ceux qui nous regardent, ceux qui participent à cette masterclass, sont gourmands hein, d'avoir des choses très concrètes qu'ils vont pouvoir ramener dans leur entreprise, pouvoir demain mettre en pratique. Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples, allez, pour illustrer d'entreprises qui excellent dans l'écriture pour le web? Alors, dans le domaine B2B, il y a Alan, dont la baseline est l'assurance qui fait simple et qui applique vraiment ce principe à travers leur contenu. Il y a aussi une banque en ligne qui cible les PME qui s'appelle Shine et qui a réussi la prouesse de faire de leurs conditions générales de vente un contenu facile à lire et agréable à lire. Donc ça, c'est fort. Il y a aussi Malte, une plateforme qui met en relation des entreprises et des freelances, qui fait d'excellents contenus. Et puis probablement que nos participants connaissent, enfin sont nombreux à connaître HubSpot, donc l'outil de CRM. Ils produisent aussi HubSpot des très bons contenus. Okay, merci pour ces exemples. Selon toi, qu'est-ce que ces entreprises, celles que tu nous cites là, ont mieux compris que d'autres? Elles ont compris quoi de mieux? Elles ont compris qu'il fallait mériter l'attention de leurs prospects et de leurs clients. Que c'est vraiment une confiance qui leur font et que ça se mérite et qu'il faut en faire bon usage par justement des contenus à la hauteur et des textes de qualité, lisibles, faciles à lire, percutants, riches. Ouais, alors bon, ça c'est pas facile parce que effectivement on dit toujours nous sommes dans une économie de l'attention. Hein, c'est compliqué, le consommateur il est qu'il soit en business to business ou en business to consumer. Et bah, son temps est limité, donc il faut capter son attention. Mais tout le monde dit bon, il faut faire simple, il faut faire efficace. On s'y prend comment en vrai pour capter l'attention du lecteur? Et comment? On va droit au but, sans fioriture. Ouais. Et ensuite, on propose à ceux qui en veulent plus des informations complémentaires par le biais des liens Okay, sur le web. par le biais des liens. Donc ça, on y va par petites étapes. Les conseils, toujours simples, synthétiques. On va garder l'attention hein, des participants à cette masterclass. C'est quoi les conseils simples et synthétiques que tu peux donner à celles et ceux qui nous suivent en ce moment? Alors, en quelques mots, je dirais d'abord, évidemment, s'intéresser aux attentes de nos publics, mais aussi à leur contexte. Quand ou comment consomment-ils nos contenus? Est-ce qu'ils sont dans le métro, sur leur smartphone ou est-ce qu'ils sont au boulot sur un grand écran ou à domicile hein, en ce moment, mais sur un grand écran. Donc, ce genre de choses, c'est hyper important justement pour adapter la forme. Deuxièmement, évidemment, la concision qui est hyper importante. Ça ne veut pas dire court, hein, être concis, ça veut dire délivrer le maximum d'informations en un minimum de mots. Ensuite, ce qui est fondamental, c'est justement d'aller droit au but, de parler de l'essentiel d'abord. Et ça, c'est à tous les niveaux, hein. Aussi bien dans un long contenu, la façon dont on l'organise, que le fait de commencer chaque paragraphe par l'information qui compte le plus, je dirais même chaque phrase, et notamment les titres, qui doivent vraiment livrer l'essentiel de l'essentiel, on va dire.
Un autre conseil important, c'est de faire simple. Hein. Au niveau de la syntaxe, hein, je parle pas au niveau du fond. Et faire simple au niveau de la syntaxe, il y a quelque chose de facile à mettre en œuvre, c'est le fait de faire des phrases courtes, des phrases de 15-20 mots maximum. Ça va beaucoup renforcer la lisibilité et fluidifier. Et puis, en quelques mots, je dirais aussi les liens qui sont la spécificité de l'écriture digitale. Donc, il faut vraiment y penser. On n'a pas forcément le réflexe quand on n'est pas habitué à écrire pour le web. Utiliser les liens donc pour compléter l'information, comme je le disais, pour impliquer le lecteur dans un mécanisme de stop ou encore, pour relayer l'information sur les réseaux sociaux, bien évidemment, ou sur des newsletters. Et aussi, ils ont un pouvoir très important, les liens en matière de SEO, donc pour être bien visible sur Google, améliorer son référencement naturel. Donc, il faut les utiliser de façon pertinente et de façon qu'ils soient le plus explicite possible pour l'internaute. Qui est très clair. Voilà. Alors moi j'ai noté ces 5 points très importants. D'abord le contexte, on pense au contexte, hein, le persona, hein, c'est-à-dire que voilà, l'utilisateur, le lecteur, il faut qu'on l'imagine dans la situation de consommation. J'ai compris que tu disais il faut commencer par l'essentiel. Voilà, on est précis, on est concis aussi. C'était ton 3e point. Tu veux synthétiser la syntaxe. Alors tu nous as dit il faut faire simple. Alors on voit que c'est pas simple de faire simple, mais ça demande beaucoup de travail. Donc ça demande de la valeur ajoutée. Et puis les liens maillés, les liens. Voilà, bref, c'est 5 points. Et puis après, je pense que c'est beaucoup d'expérience. Muriel, si celles et ceux qui nous regardent en ce moment devaient passer à l'acte juste après avoir vu notre échange, tu nous dirais de faire quoi concrètement, mais très concrètement pour passer à l'acte? On fait quoi? Alors, on procède par itération, je pense. D'abord, on réfléchit. On réfléchit aux messages clés et on les organise en fonction selon la logique de nos publics. Qu'est-ce qui est plus important? Donc là, on peut se poser les questions clés, hein, qui, quoi, et puis dans un second temps aussi, pourquoi, comment, quand, où, combien. Et puis, on les note et on laisse ça de côté. On fait autre chose, ça manque pas hein, d'occasion. On attend un moment et là, on revient, on se met à écrire sans trop se poser de questions. Et puis de nouveau, on passe à autre chose. Hein. De nouveau, une pause. Et ensuite, l'étape clé, c'est la relecture, où là, on a vraiment un œil neuf et on modifie. Donc, notamment, on élimine en fait tout ce qui n'est pas indispensable. Donc, les redondances, les répétitions, les tournures alambiquées, etc. Et on vérifie, comme je le disais, la taille de ces phrases. Ça, c'est vraiment très important. Il suffit parfois de scinder une phrase en deux pour gagner énormément en lisibilité. Donc, ça demande un peu d'organisation, mais en fait, paradoxalement, ça permet de gagner du temps et de gagner en efficacité. Quand tu m'en parles, là, comme ça, tu vois, j'ai l'image d'un cuisinier, d'une cuisinière qui va préparer son plat, laisser reposer, revenir sur l'ouvrage, et puis à la fin, s'atteler à la présentation. Je sais pas si c'est juste comme image, mais j'ai pensé à ça. Écoutant. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce qui compte aussi énormément, c'est effectivement comment on habille son texte. Donc avec des intertitres, avec des liens aussi qui vont être plus visibles que le reste, avec ça peut être des listes à puces et surtout donc avec le titre qui joue une importance fondamentale pour attirer le lecteur. Et alors comment on fait pour faire un titre qui accroche sans être un titre, tu sais, je sais plus comment on appelle ça, les clickbait, c'est-à-dire que c'est ces titres vraiment qui poussent à cliquer, alors que c'est pas tout à fait la logique sur l'inbound, au contraire, parce qu'on veut pas que les gens soient déçus. On s'y prend comment pour faire un bon titre? Alors effectivement, faut surtout pas être trop survendre hein, le contenu. Faut être précis. Faut être concis. Plus un titre est court, plus il sera percutant. Faut, le principe que j'évoquais tout à l'heure, mettre l'essentiel au début. Hein, commencer par le mot important. Voilà.
et délivrer, toujours le même principe, le maximum d'informations en un minimum de mots. Bah, écoute, merci pour ces conseils pour passer à l'acte. Tiens, pour bien comprendre aussi, parce que je pense qu'aussi c'est peut-être par les écueils, les erreurs qu'on apprend beaucoup. Est-ce que tu vois des écueils à éviter si on veut passer à l'acte dans son entreprise? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, qu'est-ce qu'on va éviter pour ne pas se planter? Alors, un écueil vraiment fréquent, c'est de rester centré, auto-centré sur ses produits. Hein. C'est assez classique, mais donc de parler des qualités du produit, de ses solutions, avant de penser aux besoins et avant d'évoquer donc pourquoi le client a besoin de nos produits. Un autre écueil, c'est justement de survendre. Hein. D'être sur des choses, des sortes de slogans, donc des choses qui sont vendeuses, mais qui sont pas assez spécifiques et pas assez précises. Trop généraliste. Alors, je comprends l'idée, hein, mais tu peux nous en dire un peu plus concrètement les erreurs les plus classiques? Allez, tu peux balancer. Pas de nom, mais tu vas nous balancer les erreurs les plus classiques. Alors, quand je parle de penser besoin, c'est que on voit beaucoup de contenus qui sont trop précis, enfin trop centrés, vraiment des choses qui mettent en avant, qui déroulent précisément donc les qualités. Mais c'est humain, c'est normal. Hein. Après, il faut faire en sorte il faut se corriger, c'est tout. Hein. Et après, sur le côté survendeur, bah, c'est énormément de slogans, enfin des contenus qui font slogan, comme on voit beaucoup des solutions qui collent à vos besoins, créons de la valeur ensemble, propulsez votre entreprise dans le futur. Alors, ça peut agacer ce côté hyper vendeur, mais surtout, ça dit rien en fait. Quand on dit des choses comme ça, on dit pas à quoi servent nos solutions. À quoi servent on n'est pas sur le sujet là. Quand j'entends les phrases que tu cites, en fait, c'est très rigolo. C'est-à-dire qu'en fait, des solutions adaptées à vos besoins. Alors, est-ce qu'une astuce, c'est pas aussi de se dire, admettons qu'on ait écrit des solutions inadaptées à vos besoins, est-ce qu'on n'aurait pas été ridicule? C'est-à-dire que pour essayer d'enlever ce langage un peu empoulé, mais qui apporte aucune valeur, c'est ça? Exactement. En fait, un bon truc, finalement, c'est d'essayer de se dire l'inverse. Hein. Et si ça permet justement de réaliser l'évidence et le côté bateau de ce genre de choses. D'accord, donc au service de votre échec, créez ensemble le fait de vous planter, propulser votre entreprise dans le passé, voilà, tout ce genre de trucs, ça c'est, on sait que là, on vient de dire une bêtise, c'est vrai que c'est tentant. Alors, est-ce que c'est aussi lié au fait que plus on est de monde dans la relecture du truc et plus on a tendance à rajouter ce type de phrases un peu bateau? Pas? Alors, ça peut être le cas. Souvent, effectivement, si on est nombreux, ça conduit à lisser un petit peu les choses et à arriver à des choses complètement insipides. Alors qu'au contraire, hein, il faut vraiment aller sur des choses très spécifiques et très concrètes. Hein. Je pense notamment en fait à Malte, l'entreprise dont je parlais tout à l'heure. Voilà, la plateforme. Exactement, donc qui met en relation les entreprises et les freelances. Et leur baseline, c'est trouver facilement un expert qui réponde à vos besoins. Non, c'est même plus simple que ça. C'est trouver facilement un expert parmi les 250 000 freelances présents sur Malte. Donc voilà, donc là, tout est dit finalement. C'est hyper précis, c'est distinctif, on sait ce qu'ils font. On a des preuves et surtout, c'est simple. Et donc, comme tu disais, c'est pas forcément simple de faire simple. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Donc, en plus, ils viennent de lever 80 millions d'euros. Donc, c'est plutôt bien. Ils peuvent avancer. C'est cool. Mais on vient de voir les erreurs. Maintenant, on va peut-être passer sur des exemples de bonnes pratiques. Concrètement, il faut faire quoi pour que ça marche? On fait quoi? Concrètement, quand on démarre, hein, c'est ça, ou par rapport à ces écueils? Pour démarrer, pour bien réussir à faire les choses. Ouais. Alors, pour démarrer, ce qu'on peut faire, c'est acheter mon bouquin. C'est une bonne pratique. Non, je rigole. Alors, pour démarrer,
on pense peut-être, pour bien penser aux besoins justement des personas et élargir, on se dit, un truc qui marche bien, c'est d'adopter la manie des enfants. C'est-à-dire de dire tout le temps et pourquoi, en fait, pour bien cerner le besoin du client. Par exemple, une entreprise de bricolage qui, pour vendre des perceuses, elle va se dire, bah, mon client, il veut, son besoin, c'est d'acheter une perceuse. Mais pourquoi? Donc, pour percer des trous. Et pourquoi percer des trous? Pour installer une étagère. Et pourquoi installer une étagère? Pour ranger des choses. Du coup, on élargit vraiment les besoins et on se place du côté du client, du prospect. Du coup, on va pouvoir créer des contenus sur le rangement, sur les tendances de déco, sur les matériaux des étagères, sur comparer les forêts qu'il faut pour le poids, etc. Donc, on va avoir une diversité et une richesse de contenu beaucoup plus importante en fait. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis ensuite, faut se baser sur les fondamentaux, les choses. Il y a pas mal de bonnes pratiques, celles que j'évoquais tout à l'heure. Se faire relire, indispensable au début, vraiment important. Pas forcément par un expert de la rédaction web, ça peut être tout simplement quelqu'un qui a un œil un peu extérieur, c'est vraiment ou ses collègues. Et puis, comme je l'évoquais, vraiment soigner le titre, faire réagir des gens dessus et passer d'autant plus de temps sur les contenus qui sont petits parce que ce genre de choses, donc les titres, les intertitres, les exerces qui ressortent, c'est ça qui va être vu et c'est ça qui va permettre en fait de capter l'attention. Donc, il faut vraiment passer du temps sur les contenus courts, les micro-contenus. Ok, super. Alors, et on commence par quoi, en fait? Premier truc, on commence par quoi? On se demande à qui on s'adresse, c'est-à-dire qu'évidemment, on s'intéresse à nos personas, on les précise et surtout, on les hiérarchise. Donc, c'est souvent là que le bas blesse finalement, c'est en termes de hiérarchisation. Et l'idée finalement, c'est avant chaque contenu de se demander qui est mon public prioritaire. Seth Godin, qui est l'invité d'honneur de l'édition, de cette édition d'IMF cette année, dit que un produit, si on fait un produit pour tout le monde, on fait un produit pour personne. C'est exactement la même chose en matière de contenu. Si on écrit finalement pour tout le monde, on n'intéresse personne. Donc c'est ça vraiment l'idée forte. Le message force. Tiens, alors, bon, là, on vient de parler de plein de choses, les écueils, les forces, comment on y arrive, mais il y a une question aussi, parce qu'on voit bien que c'est beaucoup de travail pour arriver à faire simple, pour arriver à être percutant. C'est du temps, ça coûte de l'argent, parce qu'il faut souvent s'entourer avec des professionnels. La question qui arrive tout de suite, ok, mais ça va rapporter combien cette histoire? Tu nous en parles un peu? Vaste question. Non, pas simple. Alors parfois, juste changer quelques mots peut vraiment rapporter gros. J'ai en tête l'exemple de ce site de réservation Booking, si mes souvenirs sont bons, qui, suite à des études, a remplacé le bouton réservé par vérifier les disponibilités. Et en faisant ça, ils ont explosé leur taux de conversion. Alors c'est rigolo, parce que c'est contre-intuitif en fait. On aurait vraiment cru que fallait mieux dire réserver. Et en fait, pas du tout, parce que les prospects se sentaient un petit peu trop contraints. Ils avaient l'impression qu'ils allaient être tout de suite embarqués dans l'achat, alors que au contraire, ce qui est important finalement, c'est de pas aller plus vite que la musique et de suivre le processus de décision en laissant le choix. Ça, c'est vraiment, je pense, au cœur de exemple. J'adore cet exemple. Tiens, autre question un peu, voilà, on va titiller un tout petit peu. Quand on s'adresse à des pros, à des experts, quand on fait simple, c'est pas un peu dévalorisant pour eux?
Alors, on me la pose souvent, cette question, hein. Ouais. C'est rigolo. Alors, soyons clairs, hein, à public expert, contenu expert, hein. Ça, Ouais. c'est indispensable. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de domaines où on peut et même on doit faire long, hein. J'évoquais les PDF, hein, les e-books. Bon, ben ça aussi, c'est des contenus web. Il n'y a pas de souci, on peut faire long, ils sont lus, ils sont bien référencés, hein, c'est aussi un atout, la longueur en termes de SEO. Ce qui est important, si on fait long, c'est que le texte soit riche, qui donne beaucoup d'informations et qui soit bien présenté, hein, cet habillage avec des titres, des intertitres dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça c'est une chose. Le jargon, pareil, hein, pas de problème. Le jargon en B2B, il y a un vocabulaire métier, des mots précis qui signifient des choses précises. Il faut l'utiliser en s'assurant donc qu'il est bien compris par nos clients. En revanche, personne a envie de relire 3 fois une phrase interminable pour comprendre le sens. Et même, je dirais, plus un contenu est sur un sujet, enfin, plus le sujet est complexe, plus la forme doit être simple pour justement fluidifier les choses. Ok. Alors tiens, on va partir un petit peu peut-être c'est le présent, mais aussi un peu le futur. On entend parler beaucoup des robots, de l'intelligence artificielle, des choses comme GPT-3. Celles et ceux qui nous suivent connaissent, entendent parler de ces sujets-là parce que vous êtes des experts. Les robots, ils vont remplacer les rédacteurs. On est dans le fantasme où ça va bientôt arriver et on va se retrouver avec des robots qui vont essayer de faire le boulot. T'en penses quoi, toi, Muriel? Bah, ça va arriver pour une part. Alors c'est vrai que c'est impressionnant, quoi, les progrès de l'intelligence artificielle en matière sémantique, c'est vraiment, enfin on le voit avec les outils Google Traduction, quand Gmail, ce qu'on appelle l'autocomplétion, termine nos phrases ou répond à des questions, hein, avec des réponses types. Donc c'est vraiment impressionnant. Et les robots rédacteurs, ça existe, hein, déjà, c'est une réalité aujourd'hui. Pour ce qui est des contenus structurés, en fait, des contenus avec toujours le même type de données. Alors ça peut être des recettes de cuisine, des annonces, des offres d'emploi par exemple, des résultats sportifs, ce genre de choses. Je pense notamment, alors il y en a plusieurs, mais il y a une entreprise qui s'appelle C-Labs, qui est une start-up spécialisée qui produit en fait de façon automatisée des milliers de textes en fait en un temps record pour leurs clients qui sont donc des médias, des grandes entreprises, des gros acteurs de l'immobilier, des publics des acteurs assez diversifiés. Mais en revanche, et de l'aveu même en fait de son créateur, hein, du créateur de cette entreprise, d'abord il faut du volume pour que ce soit rentable, hein, puisqu'il y a un investissement assez fort à consentir en amont. Et deuxième chose, ça ne marche pas pour des contenus fins, des réflexions, des analyses pointues, des choses comme ça. Du coup, oui, hein, le futur est au robot rédacteur pour pour des fiches produits standards, des contenus qu'on peut qualifier de commodité. Mais en revanche, non, il y a toujours une place donc pour les rédacteurs et les créateurs de contenu, et il y en aura toujours une pour les analyses dans la finesse, pour présenter les offres phares, pour justement mettre en valeur les nuances qui font toute la différence. Ça, il y a pas trop de soucis à se faire par rapport à la concurrence des robots de ce côté-là. D'accord. Et puis bon, on peut aussi penser que celles et ceux dont le métier est de rédiger vont peut-être utiliser ces robots comme des assistants qui vont leur faciliter un peu la vie, mais ça n'empêchera pas à ces experts d'exercer avec talent leur métier. Autre question pour toi, est-ce que les entreprises mesurent suffisamment l'impact des contenus? Globalement, le RROI global comme au niveau micro pour permettre une amélioration vraiment continue. Ils mesurent tout ça ou pas? Les entreprises, elles le mesurent? Alors certaines, oui, hein, le font de façon très très fine même et en tirent un parti et profit d'ailleurs. Et d'autres n'ont pas encore cette culture de la donnée. Et c'est vraiment dommage parce que
Ça permet finalement, avec un effort qui est assez minime, de cerner ce qui fonctionne. Alors ça peut être ce qui fonctionne en termes de sujets, hein, de fond. C'est aussi ce qui fonctionne en termes de format. Est-ce qu'il faut plus aller sur des choses très très pratiques ou sur des articles un peu de fond, enfin ce genre de choses. Aussi, au niveau ton, c'est très important de vérifier si c'est plutôt un ton assez sérieux ou un ton un petit peu plus décontracté qui marche. Donc, vraiment, ces outils, enfin, le fait d'évaluer permet de gagner en efficacité et de savoir où concentrer ses efforts. Ok, merci. Cette masterclass est presque terminée. On va pas te lâcher comme ça. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils sur le fameux Call to Action, le CTA, Call to Action? C'est quoi tes conseils là-dessus? Parce que c'est très important ce point-là. Ah, c'est clair, hein. Alors, est-ce que on s'adresse à l'infinitif, hein, commander en un clic? Est-ce que on tutoie ou est-ce qu'on vous voit, hein? De plus en plus, on Ouais. voit le tutoiement se généraliser. Est-ce que parfois aussi, ce qu'on voit aussi, c'est je commande. Ça peut être à la première personne. Alors tout ça, en fait, moi, j'ai pas de religion en la matière, hein. Ça, ce qu'il faut faire finalement, c'est de tester, comme dans beaucoup de domaines, comme ce que je disais avant. Hein, finalement, ce qui compte, c'est l'évaluation, c'est le fait de, alors par des processus d'A/B testing et par des choses un petit peu plus quali comme des interviews utilisateurs, aller vraiment comprendre comment ça marche et voir ce qui marche en fait. Et il y a tout un nouveau métier qui s'appelle l'UX Writing, qui consiste justement à appliquer à la rédaction et au contenu les méthodes UX. Ouais, ah ouais, ça c'est bien. Ça ouvre. Il y a plein de nouveaux métiers qui se créent. Hein. Ouais. Muriel, en guise de conclusion, ton mot, peut-être plutôt, allez, tes mots de la fin. Tu dirais quoi? Tu as envie de conclure cette masterclass comment? Des contenus user-centriques pour optimiser vos parcours clients. Ouais, d'accord. Et sinon, tes mots un peu au cœur de ce sujet de l'inbound et sur cet état De façon d'esprit qu'il reflète, un ça petit serait peu quoi? plus large. Ouais. Alors j'ai envie peut-être de titiller un petit peu, hein, puisque j'adore les mots, mais j'aime bien aussi être un peu taquine. J'aimerais bien faire réagir, enfin voilà, poser une question sur deux mots qui sont au cœur de l'inbound, Ouais. l'acquisition et la rétention. Alors l'acquisition, on n'acquiert pas un client, hein, au mieux, ou un prospect. Au mieux, il nous accorde son attention et sa confiance. Et puis pareil pour la rétention, hein, on peut pas le retenir, hein, on doit garder sa confiance, mais on peut pas l'empêcher d'aller ailleurs, puisque avec ces services en ligne qui sont accessibles en un clic, c'est très facile. Du coup, voilà, je pense que ces mots, hein, qu'on emploie quand même souvent, Ouais. il révèle un état d'esprit qui me semble un petit peu dépassée, hein, c'est une attitude un petit peu possessive, et je pense qu'elle est assez vaine, cette attitude, et qu'on doit aller vers des postures et un ton qui soit plus humble et qui soit plus empathique. Puisque J'aime bien finalement, ta question de fin, là, elle est intéressante. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire ouais, que finalement, il faut peut-être plus penser en disant on a plus de devoirs que de droits. En fait, c'est à peu près ça. Hein. C'est au lieu de dire acquisition et rétention, ayant plus de devoirs exactement. que de droits. Donc, super. Ben, mille merci à toi, Muriel, pour cet échange. C'était super riche. Moi, j'ai appris plein de trucs. Donc, merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi, PPC, et à bientôt. Oui. À très bientôt. Merci à vous tous d'avoir participé à cette masterclass. On se retrouve très très vite hein, pour une autre masterclass. IMF 2021 continue avec toujours des contenus qu'on veut riches, qu'on veut denses, qu'on veut intenses aussi. Je vous donne rendez-vous sur le site web de l'événement pour que vous puissiez profiter au maximum du programme. À très vite, ne lâchez rien. Allez saisir ces masterclass, ces gourmandises, vous apprendrez plein de choses. À très bientôt. Salut. Merci.